Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du Cantique et nous arrivons à un moment un peu virage dans la structure du poème. En effet, jusqu'ici, si on décrivait toujours les deux partenaires, le bien-aimé et la bien-aimée, dès qu'il s'agissait de décrire la personne, c'était toujours la bien-aimée, c'était toujours la jeune fille. Et c'est comme ça qu'on a déjà eu deux très belles descriptions de la beauté féminine de la jeune fille. Et c'est d'ailleurs assez intéressant d'un certain point de vue parce que jusque, disons, dans l'Antiquité en général, même s'il y a une certaine attention au corps féminin, en réalité, la plupart du temps, la description esthétique, par la sculpture, par la peinture, etc., de l'humain, c'est l'homme. Et donc, bien sûr, nous avons sélectionné comme français la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace, mais en réalité, chez les anciens, le nombre de corps masculins représentés est largement au-dessus du nombre de corps féminins. Et d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, tous les bas-reliefs assyriens, etc., c'est essentiellement des hommes. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça montre ici que dans l'évocation de la rencontre du bien-aimé et de la bien-aimée, c'est quand même la jeune fille qui est l'objet de toutes les attentions dans les descriptions. Donc déjà une petite pierre dans le jardin de ceux qui voudraient que l'Antiquité soit anti-féministe, machiste, anti-paritaire, etc. C'est pas vrai. Dans le Cantique des Cantiques, la vedette, c'est quand même la bien-aimée. C'est elle qui commence, qui prend la parole. C'est elle qui déploie tous ses charmes, etc. Et c'est elle qu'on voit mener la danse, si on peut dire, dans cette affaire de la rencontre, de la poursuite des deux amants. Mais là, évidemment, nous arrivons à un moment où il est question du bien-aimé. Et là, la description du bien-aimé, alors que jusqu'ici, la jeune fille est l'objet de toutes les descriptions, j'allais dire le charme érotique très classique dans ce texte et dans cette culture. Ici, le jeune homme n'est plus du tout décrit en termes, j'allais dire, d'affectivité, de séduction, etc. Et pourtant, ça commence par une question tout à fait révélatrice. Ô toi, la plus belle des femmes, qu'est-ce qu'il a de spécial ton bien-aimé, n'est-ce pas? C'est évidemment une question qui n'est pas très discrète, n'est-ce pas, par rapport au désir de la bien-aimée. Mais enfin, c'est intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu lui trouves, quoi? Qu'est-ce que tu penses qu'il a de si beau, de si profond, de si essentiel pour que tu t'attaches à lui? Alors, elle va répondre au défi. Elle va répondre au défi, et pas tellement sur le registre de la beauté, car vous l'avez entendu dans tous les détails qui évoquent la figure du bien-aimé. Eh bien, d'abord, il a le teint frais et vermeil. Enfin, bon, déjà, c'est un signe de bonne santé, hein, mais c'est pas nécessairement un signe de beauté, quoi. Je veux dire, s'il est un peu rougeau de figure, c'est pas nécessairement un critère. Mais ensuite, ça continue par beaucoup d'autres choses, notamment, par exemple, sa tête est d'or, ses joues sont d'or, et c'est des globes, ses mains sont des globes d'or, ses jambes sont des colonnes d'albâtre, son ventre est une masse d'ivoire. Bref, tout ça fait plus allusion au registre de l'architecture, de la construction, de la solidité,
plutôt qu'au registre du charme et de la séduction. On va avoir un ventre d'albâtre ou un ventre d'ivoire, bon, peut-être c'est très joli, mais enfin, c'est pas le maximum du charme et de la séduction masculine, n'est-ce pas? Mais toujours est-il qu'ici, on a une sorte d'évocation du bien-aimé comme, j'allais dire, presque une construction. Il y a même des allusions au jardin, avec les palmes, l'arbre palmier qui est l'arbre architectural par excellence. Il y a toutes ces allusions aux jambes qui sont des colonnes d'albâtre, aux mains qui sont des globes d'or. On peut peut-être penser à des espèces de coupoles, n'est-ce pas? C'est des mains qui abritent, qui tiennent et qui protègent, n'est-ce pas? Donc c'est véritablement un autre registre de d'émotion devant la beauté du corps du bien-aimé. Cette émotion, c'est quoi? C'est celui qui est solide, c'est celui qui construit, c'est celui qui protège. Et c'est quand même assez intéressant parce que ça suppose effectivement, on pourra tourner les choses dans tous les sens, que le poète qui décrit le bien-aimé, après avoir décrit la bien-aimée, est surtout préoccupé de montrer la singularité de chacun des deux partenaires. La femme est dans l'ordre du bonheur, de la douceur, de la séduction au bon sens du terme, n'est-ce pas? Et elle est là pour accueillir, pour recevoir, pour laisser irradier à partir d'elle-même tout ce qui constitue son identité de femme, n'est-ce pas? Et le registre, évidemment, à ce moment-là, est plutôt celui de la réceptivité. Elle vit, elle est aimée, elle reçoit l'amour et l'hommage du bien-aimé, et d'une certaine manière, c'est ça son rôle, et c'est ça sa manière de penser sa relation avec le bien-aimé. Tandis que le bien-aimé, lui, ne voit pas les choses sous l'angle, si je puis dire, du recevoir. Il est plutôt la construction qui tient, qui est là pour solidifier, pour construire, pour fixer la démarche du bien-aimé comme quelqu'un qui accueille et qui fait vivre, n'est-ce pas? Alors, c'est assez intéressant parce que vous allez me dire, tout ça n'est pas très théologique, j'en conviens, mais il me semble que ça a quelques conséquences. En effet, si le bien-aimé a une telle configuration, vous remarquerez qu'il n'est pas très très érotique, n'est-ce pas? C'est pas de l'affectivité dégoulinante, hein. C'est vraiment le bien-aimé, le beau costaud, le bel Apollon, quoi. Enfin, je veux dire, le garçon bien musclé, bien fait. Et qu'est-ce qui est la marque de sa masculinité? C'est de pouvoir promouvoir le couple ensemble comme une réalité construite. Vous voyez, c'est une des choses peut-être les plus difficiles à admettre, et pourtant je pense que ça fait profondément partie de la parité. La parité, c'est pas que l'homme devrait perdre ses caractéristiques masculines pour ressembler à la femme, et la femme ses caractéristiques féminines pour ressembler à l'homme. Non, précisément, la spécificité de l'amour, c'est le fait que chacun garde et déploie jusqu'à la plénitude les caractéristiques qui le constituent ou qui la constituent comme partenaire. Et là, on a une approche implicite, c'est pas développé thématiquement, hein, mais on a une approche implicite de ce qui fait la beauté et la grandeur du couple humain, et d'une certaine manière de la relation amoureuse et érotique. Et c'est pas que chacun doit, j'allais dire, se calquer sur l'autre, mais il n'y aura véritablement amour que si chacun déploie et affirme jusqu'au bout sa propre différence. Et c'est ça qui va devenir un peu l'appui, le point d'appui
à la fois dans l'accompagnement du bien-aimé vers la bien-aimée, il s'avance vers elle, n'est-ce pas? Mais en même temps, dans la constitution du couple. La constitution du couple n'est possible que parce que les deux sont différents, parce que les deux obéissent à un registre différent. Elle est plutôt dans le domaine de l'accueil. Lui, il est plutôt dans le domaine de la construction. Ce sont des images, ce sont des métaphores, mais on voit bien ce qu'elles veulent dire. Elles veulent dire que si l'on croit que la longueur d'onde entre le masculin et le féminin, c'est de se mettre exactement sur la même fréquence, eh bien c'est faux. Et c'est raté d'avance. Si l'homme n'a qu'une envie, c'est que sa femme perde sa féminité, et l'inverse, que la femme n'a qu'une envie, que l'homme perde sa masculinité, tout est fichu. Et c'est ça que je trouve très beau dans le Cantique des Cantiques, c'est que jamais les auteurs n'ont voulu renoncer à cette spécificité du profil et masculin d'un côté et féminin de l'autre. Et c'est dans la mesure précisément où le jeune pâtre, le jeune bien-aimé, accepte cette radicale différence entre les deux registres, que à ce moment-là peut se bâtir et se construire un couple. Eh bien, c'est un peu ça, un des aspects fondamentaux du Cantique des Cantiques, c'est d'accepter de célébrer et de chanter la différence qui existe entre les deux, avec l'idée que plus chacun affirmera sa propre identité, sa propre manière d'être, de sentir, de vivre et d'accueillir, plus le couple lui-même découvrira la profondeur et la beauté du couple qu'ils doivent former. Car s'ils veulent former un couple, ce n'est pas en se ressemblant par la négation de ce qu'ils sont chacun dans leurs différences, mais c'est au contraire en acceptant de pousser et de cultiver jusqu'au bout cette différence qu'ils découvriront la réalité même de ce qui les unit et la grandeur et la beauté de l'amour qu'ils vivent.